Imagine un endroit si immense qu'un gratte-ciel pourrait littéralement disparaître à l'intérieur. Un lieu enfoui profondément sous terre, où pousse une véritable jungle, où des nuages se forment sous un plafond de pierre et où une fine pluie peut tomber alors que des centaines de mètres de roches massives se trouvent juste au-dessus de vous. Cela ressemble au décor d'un film de science-fiction. Pourtant, un tel endroit existe réellement. Au cœur de la jungle dense du Vietnam se trouve la grotte de Son Doong, considérée comme la plus grande grotte connue au monde. Rien que ce que nous savons avec certitude à son sujet est déjà difficile à concevoir. Mais des récits ont ensuite commencé à circuler au sujet d'une zone jusque-là isolée. Une partie qui aurait peut-être été coupée du reste du monde pendant des milliers d'années. Et c'est à partir de là que l'histoire est devenue de plus en plus mystérieuse. Car selon ces récits, les chercheurs n'y auraient pas simplement découvert de nouvelles formations rocheuses et des galeries souterraines. Ils auraient y trouvé des indices de sources de chaleur inhabituelles, des structures étranges, des plantes et des animaux qui semblaient avoir évolué dans un isolement presque total, des vibrations récurrentes dont personne ne parvenait, au départ, à expliquer l'origine. Et finalement, des informations concernant quelque chose enfoui profondément sous le sol, qui poussa certains observateurs à se poser une question troublante. Sommes-nous simplement face à un phénomène naturel extraordinaire ? Ou existe-t-il sous nos pieds des choses que nous ne comprenons toujours pas ? Avant de plonger au cœur de cette histoire incroyable, abonne-toi dès maintenant à la chaîne si tu veux découvrir davantage de lieux cachés, d'énigmes scientifiques et de découvertes extraordinaires comme celle-ci. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car plus tard, nous devrons faire une distinction très importante entre les éléments de cette histoire qui sont réellement confirmés par la science et ceux qui ne reposent encore que sur des affirmations, des spéculations ou des théories, car c'est précisément cette frontière qui rend l'affaire Son Doong aussi fascinante. Tout commence dans le parc national de Phong Nha-Ke Bang, au Vietnam, une région recouverte d'une forêt tropicale extrêmement dense, dominée par d'immenses formations calcaires et traversée par un réseau souterrain de grottes qui, encore aujourd'hui, n'a pas été entièrement compris. C'est au milieu de ce paysage que se trouve Hang Son Doong. Ses dimensions sont presque absurdes. Certaines parties sont tellement hautes et tellement larges qu'un bâtiment d'environ 40 étages pourrait théoriquement y tenir. À certains endroits, le plafond se trouve si loin au-dessus du sol qu'on pourrait presque oublier que l'on se trouve sous terre. Mais sa taille n'est que le commencement. D'immenses effondrements dans le plafond permettent à la lumière du soleil de pénétrer dans certaines zones. Là, des plantes et même des arbres peuvent pousser, l'humidité s'accumule dans l'air, du brouillard apparaît, et lorsque les conditions sont réunies, des nuages peuvent même se former. Autrement dit, profondément sous la surface de la Terre existe un paysage qui, par endroits, ressemble davantage à une jungle isolée qu'à une grotte. Pendant longtemps, on pensait connaître au moins approximativement les principales structures de cette région extraordinaire. Mais selon l'histoire, les recherches auraient pris une tournure inattendue en 2023. Lors d'une nouvelle opération de cartographie, des géologues et d'autres spécialistes auraient utilisé des méthodes de mesure modernes afin d'examiner plus précisément les structures situées sous le système de grottes déjà connu. Et c'est alors que quelque chose apparut dans les données. Au début, cela ressemblait simplement à une erreur de mesure. Sous la roche semblait se trouver un immense espace vide. Les chercheurs vérifièrent leurs données, ils comparèrent différentes mesures, ils répétèrent et les analysent. Mais l'anomalie ne disparaissait pas. Quelque chose semblait réellement se trouver là-dessous. Et plus étrange encore, la forme supposée de cette zone inconnue ne ressemblait pas exactement à ce que l'on attendrait d'une grotte naturelle. Les systèmes souterrains naturels se forment généralement sur des périodes extrêmement longues. L'eau pénètre dans la roche, dissout certains minéraux, agrandit progressivement les fissures et finit par créer des tunnels, des chambres et des puits irréguliers. C'est justement pour cette raison que les grottes naturelles présentent souvent des formes chaotiques. Pourtant, certaines des structures détectées auraient semblé étonnamment régulières. Certains passages paraissaient presque circulaires. Plusieurs tunnels semblaient conserver une largeur similaire sur de longues distances. Même les ondes sonores renvoyées par les profondeurs auraient parfois eu un comportement différent de celui auquel les chercheurs s'attendaient. Évidemment, une forme inhabituelle ne signifie absolument pas qu'une structure est artificielle. La nature est capable de produire des formations qui, au premier regard, semblent presque avoir été conçues intentionnellement.
Mais pour l'expédition, une question devenait désormais impossible à ignorer. Qu'y avait-il réellement là-dessous? Les instruments ne pouvaient pas fournir de réponse définitive. Il fallait donc s'en approcher. Des géologues, des géophysiciens et plusieurs autres spécialistes se seraient alors préparés à examiner directement la zone. Mais avant même de pouvoir l'atteindre, un premier problème apparut. L'accès aurait été bloqué par un gigantesque effondrement rocheux. Cet effondrement aurait pu isoler la zone située derrière lui pendant une période incroyablement longue. Et si personne n'avait réellement pénétré dans cet endroit depuis des milliers d'années, alors derrière cette barrière pouvait se trouver une sorte de capsule temporelle naturelle. C'est précisément à ce moment-là que les histoires racontées par les habitants de la région commencèrent à prendre une nouvelle importance. Certains auraient affirmé que les animaux évitaient certaines zones. Des oiseaux modifieraient parfois leur trajectoire lorsqu'ils survolaient le secteur. D'autres récits allaient encore plus loin et décrivaient même l'endroit comme maudit. Pour des scientifiques, évidemment, de telles histoires ne constituent aucune preuve. Les légendes locales peuvent apparaître pour d'innombrables raisons. Elles peuvent être modifiées, amplifiées et embellies au fil des générations. Pourtant, certaines traditions orales peuvent parfois conserver le souvenir de véritables particularités géologiques ou naturelles d'une région. C'est pourquoi, selon le récit, le secteur aurait été étudié beaucoup plus attentivement. Des drones auraient été envoyés au-dessus de zones particulièrement difficiles d'accès, des caméras thermiques auraient également été utilisées, et quelque chose d'étrange serait alors apparu. De la chaleur semblait s'échapper d'une zone complètement isolée. Le problème était évident. Pratiquement aucune lumière solaire ne pouvait atteindre cet endroit. Aucune source volcanique évidente n'avait non plus été identifiée. Alors d'où venait cette chaleur? Lorsque l'équipe atteignit finalement une première zone accessible, la température aurait changé brutalement en très peu de temps. Au même moment, de fines volutes de vapeur chaude commencèrent à s'élever à travers de minuscules fissures dans le sol. Pour les personnes présentes, la scène devait donner l'impression que la grotte elle-même était en train de respirer. Mais l'acoustique aurait été encore plus étrange. Normalement, une immense grotte produit des échos très reconnaissables. Les sons frappent les parois et le plafond avant de revenir avec un léger décalage. Ici, cependant, une partie du son semblait ne jamais revenir, comme si elle disparaissait quelque part dans les profondeurs. Une première explication semblait relativement logique. Deux systèmes de grottes distinctes pouvaient être reliés entre eux. Un passage caché ou un second niveau souterrain aurait pu expliquer ces comportements acoustiques inhabituels. Mais selon les récits, les mesures effectuées par la suite ne correspondaient pas clairement à cette hypothèse. Puis, les capteurs auraient enregistré quelque chose de nouveau, une faible vibration. En soi, cela n'aurait rien d'extraordinaire sous terre. La roche bouge, l'eau circule, les pressions changent. Même des événements géologiques extrêmement éloignés peuvent être détectés à l'aide d'instruments suffisamment sensibles. Mais cette vibration semblait suivre un rythme régulier. Environ toutes les 26 minutes, exactement le même motif réapparaissait, encore et encore. L'équipe tenta de trouver une explication géologique conventionnelle. Mais dans un premier temps, l'origine du phénomène resta inconnue, et pendant que les instruments continuaient d'enregistrer les données, les chercheurs s'enfoncèrent encore davantage dans le système. Puis, soudainement, tout l'environnement changea. Très haut au-dessus d'eux, d'immenses ouvertures naturelles apparaissaient dans le plafond de la grotte. Des rayons de soleil traversaient le brouillard avant d'atteindre le sol situé des centaines de mètres plus bas. Et soudain, les chercheurs ne se trouvaient plus simplement entourés de parois rocheuses nues. Devant eux se trouvait du verre. Des fougères poussaient entre des pierres humides recouvertes de mousse. Des plantes recouvraient certaines parties du sol. De l'eau ruisselait le long des rochers. Une brume épaisse flottait lentement dans l'air. On aurait dit un monde perdu. Et ce qui est réellement extraordinaire, c'est que l'existence générale d'un tel écosystème souterrain à Sondung fait bel et bien partie des caractéristiques fascinantes de la grotte. Les gigantesques effondrements du plafond permettent à la lumière de pénétrer à l'intérieur et à la végétation de se développer. L'humidité extrême contribue également à la formation de brouillards et de phénomènes ressemblant à des nuages. Mais l'histoire allait encore beaucoup plus loin, car lors de l'étude de cette végétation, des échantillons auraient été découverts qui ne pouvaient pas facilement être associés aux espèces répertoriées. Une plante ressemblant à une liane aurait particulièrement attiré l'attention. Lorsqu'on la touchait, elle aurait réagi étonnamment vite en se contractant. Une telle réaction ne serait pas totalement impossible. Certaines plantes sont capables de réagir au contact, et quelques espèces peuvent même le faire avec une rapidité surprenante. Mais dans un environnement potentiellement isolé pendant une période extrêmement longue, toute adaptation inhabituelle aurait représenté une découverte scientifique particulièrement intéressante.
Et tandis que les botanistes examinaient ces plantes, d'autres membres de l'expédition entendirent soudain quelque chose, un grondement profond. Ce n'était pas du tonnerre, aucun orage n'était visible, seulement un son sourd provenant de quelque part dans l'obscurité. La première hypothèse fut celle d'une rivière souterraine. Dans d'immenses réseaux de grottes, l'eau peut produire des sons qui semblent provenir de directions complètement différentes de leur véritable origine. Des drones furent donc envoyés en reconnaissance. Mais lorsqu'ils pénétrèrent dans certaines zones couvertes de brume, leurs instruments auraient soudain commencé à rencontrer des problèmes. Les données radar devinrent instables, les relevés de température commencèrent à fluctuer, et les couches de brouillard elles-mêmes semblaient, selon certains récits, se déplacer encore et encore selon des motifs similaires. L'expédition venait à peine de commencer à explorer l'aspect biologique de ce monde isolé. Pourtant, ce qu'elle allait prétendument découvrir ensuite devait être encore beaucoup plus inhabituel. Plus les chercheurs progressaient, plus il devenait évident que l'environnement n'était pas la seule chose inhabituelle. Certains des êtres vivants qui auraient existé dans ce monde isolé semblaient eux aussi parfaitement adaptés à des conditions presque inimaginables à la surface. L'équipe aurait d'abord remarqué une araignée cavernicole. Son corps semblait recouvert d'une couche inhabituellement dure, presque métallique. Bien entendu, cette apparence ne signifiait pas que sa carapace était réellement constituée de métal, mais sous la lumière des lampes des chercheurs, sa surface réfléchissait si fortement la lumière que l'animal attira immédiatement leur attention. Peu après, de petits animaux ressemblant à des lézards auraient été découverts. Extérieurement, aucun œil fonctionnel ne semblait être visible. Une telle adaptation n'aurait rien d'impossible dans une grotte. Les animaux qui vivent pendant d'innombrables générations dans une obscurité totale peuvent progressivement perdre certaines caractéristiques qui ne leur procurent plus aucun avantage évolutif. Pourtant, ces créatures se déplaçaient avec une assurance étonnante sur le sol humide. Encore plus profondément dans le système, de minuscules crustacés auraient été observés. Leur carapace présentait apparemment des structures presque géométriques qui réfléchissaient la lumière dans différentes directions. Puis l'équipe remarqua un phénomène encore plus fascinant. Certains petits organismes semblaient, au premier regard, totalement ordinaires, jusqu'à ce que quelqu'un s'approche d'eux. À cet instant précis, des impulsions lumineuses apparaissaient sur leur corps. La réaction ne semblait pas simplement être provoquée par l'obscurité. Ce n'était que lorsqu'un mouvement se produisait à proximité que des motifs lumineux apparaissaient. Dans le récit de l'expédition, les chercheurs auraient décrit ce phénomène comme une forme de bioluminescence dépendante du mouvement. Et ce sont précisément des observations comme celle-ci qui rendaient l'expédition de plus en plus mystérieuse. Car chaque question à laquelle ils semblaient trouver une réponse en faisait immédiatement apparaître deux nouvelles. Au milieu de ces formes de vie inhabituelles, le groupe atteignit finalement un lac souterrain. L'eau était tellement claire que, par endroits, le fond semblait presque assez proche pour être touché. Mais ce fut surtout la forme du lac qui attira l'attention. Depuis la position surélevée où se trouvait l'équipe, il semblait presque parfaitement ovale. Autour de l'eau reposaient des pierres sombres dont la surface ressemblait à du verre noir. Certains chercheurs auraient d'abord pensé à un matériau similaire à l'obsidienne. Lorsqu'un membre de l'équipe frappa délicatement l'une de ces pierres, elle aurait produit un son clair, presque semblable à celui d'une cloche. Mais le véritable mystère se trouvait dans l'eau elle-même. Elle semblait légèrement chaude et aurait présenté une densité inhabituelle. L'analyse d'échantillons aurait révélé la présence de minéraux normalement associés à des systèmes hydrothermaux. Et cela soulevait immédiatement une question évidente. Comment ces minéraux étaient-ils arrivés jusque-là? La grotte se trouvait profondément sous une région montagneuse, loin des conditions que l'on associerait normalement à des dépôts comparables. Peut-être existait-il des connexions hydrogéologiques inconnues profondément sous le réseau de grottes. Peut-être que de l'eau riche en minéraux circulait à travers des couches rocheuses qui n'avaient tout simplement jamais été entièrement cartographiées. Mais à ce stade, l'équipe n'aurait été capable de fournir aucune réponse définitive. Et une question encore plus importante commençait à émerger. Si certaines parties de cet écosystème avaient réellement été isolées pendant des périodes extrêmement longues, comment l'ensemble du système avait-il pu rester en équilibre? D'où provenaient constamment l'énergie et les nutriments nécessaires à la vie? Comment les chaînes alimentaires pouvaient-elles fonctionner dans des zones où pratiquement aucune lumière solaire ne pénétrait? Et surtout, à quel point les espèces vivant là-dessous avaient-elles pu évoluer différemment au fil du temps? La science connaît effectivement des écosystèmes capables de fonctionner
fonctionner sans exposition directe au soleil. Mais pour les chercheurs, l'essentiel aurait été de comprendre quel processus précis était à l'œuvre dans cet environnement particulier. Après avoir dépassé la zone du lac, le groupe pénétra dans une nouvelle partie du système. Et cette fois, la différence était immédiatement visible. Jusque-là, les chercheurs avaient principalement observé du calcaire, mais les parois qui se dressaient maintenant devant eux étaient considérablement plus sombres. Sous leurs lampes, leur surface semblait presque métallique. Un géologue aurait d'abord supposé qu'il pouvait s'agir d'une roche basaltique. Pourtant, une analyse ultérieure aurait révélé une composition présentant un degré d'uniformité exceptionnellement élevé. Les récits parlent d'environ 97%. Une telle homogénéité aurait semblé inhabituelle à certains membres de l'expédition. Quelques observateurs seraient même allés jusqu'à comparer le matériau à un alliage fabriqué artificiellement. Mais là encore, il faut être extrêmement prudent. Une composition inhabituellement homogène ne prouverait absolument pas que le matériau a été fabriqué par des humains, ni par une quelconque autre intelligence. La nature elle-même peut produire des structures minérales extrêmement homogènes. Pourtant, le mystère continuait de s'épaissir, car les parois de cette chambre étaient elles aussi différentes. Elles n'étaient pas irrégulières et chaotiques comme on aurait pu s'y attendre. À plusieurs endroits, elles semblaient incurvées vers l'intérieur, presque comme si le matériau avait autrefois été soumis à une pression gigantesque ou à une chaleur extrême. Les chercheurs auraient cherché des traces de roches fondues, ils auraient cherché des indices d'une activité volcanique, mais selon les récits, rien de ce qu'ils découvrirent ne permettait d'expliquer immédiatement ces formes. Puis, quelqu'un regarda vers le sol, et c'est là que quelque chose de beaucoup plus difficile à expliquer serait apparu. Plusieurs petites pierres, approximativement de la taille de pièces de monnaie, auraient flotté à quelques centimètres au-dessus du sol, parfaitement immobiles. Au début, certains membres de l'équipe auraient pensé à une illusion d'optique, mais lorsqu'un chercheur approcha sa main, il aurait ressenti une légère résistance, une sensation presque comparable à celle produite lorsque l'on rapproche les mêmes pôles de deux aimants. La première hypothèse fut donc évidente, le magnétisme. Pourtant, l'analyse du matériau n'aurait pas révélé suffisamment de fer, ni d'autres composants manifestement magnétiques pour expliquer facilement le comportement observé. Un physicien de l'équipe aurait alors reconnu qu'aucune explication immédiate ne pouvait être donnée. Mais cette chambre était encore loin d'avoir révélé toutes ces surprises. Lorsque les scientifiques dirigèrent leurs lampes vers le plafond, ils remarquèrent des formations minérales inhabituelles. Normalement, les stalactites se développent vers le bas sous l'effet de la gravité. Ici, certaines structures semblaient pourtant pousser latéralement. D'autres se tordaient en forme rappelant presque des tire-bouchons. Bien entendu, les formations naturelles peuvent parfaitement se développer dans des directions inhabituelles. Les courants d'air, les dépôts minéraux et de nombreux autres facteurs peuvent produire des formes extrêmement complexes dans les grottes. Mais combinées à tout ce que l'équipe avait déjà observé, ces formations rendaient cette chambre de plus en plus étrange. Puis les chercheurs découvrirent de fines couches cristallines sur les parois. Alors que les membres de l'équipe parlaient entre eux, certains auraient en remarqué une légère vibration à l'intérieur du matériau. Ils répétèrent l'expérience. Un chercheur parla directement en direction des cristaux. De nouveau, une faible réaction aurait été perceptible. Un ingénieur prit finalement une tige métallique et frappa délicatement l'une des formations. Un son traversa la chambre, mais l'écho ne semblait pas simplement revenir depuis la paroi opposée. Il donnait plutôt l'impression d'être transmis profondément dans le sous-sol. Presque au même moment, les capteurs enregistrèrent une nouvelle impulsion régulière. Cette fois, l'intervalle aurait été d'environ 42 minutes. Le motif rappela à certains membres de l'équipe un battement de cœur extrêmement lent. Mais, dans un premier temps, il ne put être clairement associé ni à une activité sismique conventionnelle, ni à un appareil technique connu. Quelque chose, quelque part sous leurs pieds, semblait produire un signal récurrent. Mais quoi? Puis les chercheurs découvrirent une partie de la chambre qui se distinguait nettement de tout ce qui l'entourait. Sa surface était étonnamment lisse, presque comme de la céramique. Lorsqu'un membre de l'équipe approcha sa main, il aurait immédiatement senti de la chaleur. Les mesures suggérèrent également qu'une cavité pouvait se trouver derrière cette surface. L'équipe voulut prélever un échantillon, mais selon le récit, même une foreuse équipée d'un foret diamanté aurait rencontré des difficultés à pénétrer correctement le matériau. Et c'est à ce moment-là qu'une idée jusque-là presque impensable commença à circuler au sein du groupe. Et si au moins une partie de cette structure ne s'était pas formée de la manière que l'on attendrait normalement d'une grotte naturelle? Ce n'était qu'une hypothèse. Il n'existait toujours aucune preuve. Mais quelques instants plus tard, quelque chose aurait été découvert sous le sol. Quelque chose qui allait rendre cette question beaucoup plus explosive. Alors que l'équipe se préparait à documenter plus précisément la chambre,
L'un des géologues heurta avec son pied un objet dur dissimulé sous une fine couche de terre. Au début, il pensa qu'il s'agissait simplement d'une pierre ordinaire. La terre fut retirée, et juste en dessous apparut une plaque circulaire. Mais ce qui attira immédiatement l'attention des chercheurs, ce furent les marques visibles à sa surface. Ce n'étaient même pas des fissures aléatoires, ce n'étaient pas non plus des veines minérales évidentes. Ces marques semblaient avoir été intentionnellement gravées dans la pierre. L'équipe commença immédiatement à documenter la découverte. Selon les récits, les symboles ne ressemblaient ni à l'écriture vietnamienne moderne ni au sanskrit. Plus tard, des systèmes numériques de comparaison auraient été utilisés afin de rechercher d'éventuelles ressemblances avec des systèmes symboliques historiques connus, et une similitude possible avec des signes proto-élamites aurait alors été évoquée. L'écriture proto-élamite appartient au plus ancien système d'écriture connu, et aujourd'hui encore, elle n'est pas entièrement déchiffrée. Mais c'est ensuite qu'apparut l'affirmation qui rendit cette découverte beaucoup plus spectaculaire. Une première estimation aurait suggéré que la plaque pouvait avoir environ 12 000 ans. Si une telle datation avait réellement été confirmée, les conséquences auraient été considérables. Cela placerait cette plaque à une époque bien antérieure au premier système d'écriture connu de Mésopotamie. Et c'est précisément pour cette raison qu'une affirmation aussi extraordinaire nécessiterait des preuves scientifiques extrêmement solides. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car lorsque les chercheurs soulevèrent la plaque, ils auraient découvert quelque chose juste en dessous, une cavité, un espace dont les propriétés acoustiques semblaient complètement différentes de tout ce qu'ils avaient rencontré jusque-là. Un membre de l'équipe produisit volontairement un bruit, aucun écho clair ne revint. Ils recommencèrent, toujours rien. La zone fut donc examinée à l'aide d'un radar à pénétration de sol, et des formes apparurent sur les images. Il ne s'agissait pas d'une seule chambre, mais de plusieurs. Elles semblaient reliées entre elles et former un motif qui rappelait les cellules d'un rayon de miel. Des structures hexagonales qui semblaient se prolonger encore plus profondément sous terre. Et c'est précisément pendant ces analyses que les capteurs auraient enregistré une nouvelle impulsion. Cette fois, l'intervalle était encore plus précis. 4 minutes et 37 secondes. Puis de nouveau. 4 minutes et 37 secondes. Et encore une fois. Toujours le même intervalle. Un membre de l'expédition aurait plus tard décrit cette sensation étrange comme si le simple fait d'avoir soulevé la plaque de pierre avait activé quelque chose. Évidemment, ce n'était qu'une interprétation. Rien ne prouvait qu'un mécanisme quelconque avait réellement été déclenché. Mais cette même nuit, les radios utilisées par l'expédition auraient soudain enregistré d'étranges interférences, et c'est à partir de ce moment que le mystère aurait cessé de concerner uniquement cette grotte du Vietnam. Cette nuit-là, les appareils de communication auraient commencé à capter un bruit statique inhabituel. Au départ, l'équipe pensa naturellement à une simple perturbation technique. Dans une grotte aussi profonde, d'immenses masses rocheuses, l'humidité et la position des appareils peuvent provoquer d'importants problèmes de communication. Mais plus tard, le signal enregistré aurait été analysé plus attentivement, et certains chercheurs auraient remarqué des ressemblances entre certaines formes présentes dans le signal et des motifs géométriques connus dans l'art rupestre préhistorique du Sahara. Encore une fois, cela ne constituerait évidemment aucune preuve d'un véritable lien. Des formes et des motifs similaires peuvent apparaître indépendamment les uns des autres. Pourtant, cette observation correspondait parfaitement à une question qui commençait désormais à planer sur toute l'expédition. Pourquoi certaines formes géométriques semblaient-elles apparaître encore et encore? Les chambres hexagonales, les marques inhabituelles sur la plaque de pierre, les formations cristallines, et maintenant peut-être même certaines structures présentes dans les signaux enregistrés. Quelque temps plus tard, l'histoire devint encore plus spectaculaire. En mars 2025, des informations concernant un prétendu document interne auraient commencé à circuler. Selon ce document, une autre chambre pourrait se trouver quelque part dans la région, et celle-ci serait encore totalement fermée. Une activité continue ressemblant à un écho aurait apparemment été mesurée depuis son intérieur. Mais avant même que quiconque puisse déterminer ce qui se trouvait derrière cette supposée seconde chambre, une autre information apparut à des milliers de kilomètres de là. Et c'est précisément ici que l'histoire quitta définitivement le Vietnam. Au début de l'année 2025, une équipe de recherche en Norvège aurait analysé des données thermiques satellitaires provenant de l'Arctique. Près du Svalbard, les recherches se seraient concentrées sur une région de grottes recouverte de glace. Et sous cette glace, un signal à basse fréquence aurait été détecté.
Au premier regard, cela n'aurait rien eu de particulièrement spectaculaire, mais lorsque les chercheurs auraient mesuré l'intervalle entre les impulsions, quelque chose d'extraordinaire serait apparu. 4 minutes et 37 secondes. Exactement le même intervalle que celui qui aurait été enregistré sous la grotte au Vietnam. Les chercheurs auraient alors comparé les données, et c'est ici que l'histoire devint véritablement étrange. Les deux signaux n'auraient pas seulement présenté le même intervalle temporel, ils seraient apparus presque simultanément. Le Vietnam, le Svalbard, deux endroits séparés par des milliers de kilomètres. Et pourtant, selon le récit, les impulsions auraient été enregistrées avec seulement quelques millisecondes de différence. Les équipes auraient vérifié différentes sources d'erreurs possibles, les fuseaux horaires, les horodatages des instruments, les délais techniques et même certains facteurs liés à la rotation de la Terre. Pourtant, selon l'histoire, la synchronisation persistait. Si deux stations de mesure extrêmement éloignées enregistraient réellement le même signal régulier, il existerait évidemment de nombreuses explications possibles. Une source externe commune, une erreur de mesure, un phénomène électromagnétique, ou encore un problème dans l'analyse des données. Toutes ces possibilités devraient être éliminées avant de pouvoir tirer la moindre conclusion extraordinaire. Mais dans cette histoire, une question beaucoup plus spectaculaire apparut presque immédiatement. Qu'est-ce qui pourrait relier deux endroits souterrains situés à des milliers de kilomètres l'un de l'autre? Certains chercheurs auraient alors commencé à examiner des archives beaucoup plus anciennes, et leur attention se serait tournée vers un projet entouré de mythes depuis plusieurs décennies. Le forage super profond de Kola réalisé par l'Union soviétique. Il s'agissait de l'un des projets de forage scientifique les plus ambitieux de l'histoire. Avec le temps, des légendes apparurent autour de ce site, notamment des histoires prétendant que des sons étranges auraient été enregistrés dans les profondeurs. Sur Internet, cette histoire devint célèbre sous le nom de « Puits vers l'enfer ». Ces récits sensationnalistes ne sont évidemment pas considérés comme des preuves scientifiques de quoi que ce soit de surnaturel. Mais dans le cadre de l'histoire de Sondung, d'anciens enregistrements sonores provenant du projet auraient été réanalysés à l'aide de logiciels modernes. Et là encore, certaines ressemblances avec le signal enregistré au Vietnam auraient prétendument été identifiées. Mais le problème restait exactement le même. Une ressemblance n'est pas une connexion, et ces affirmations n'avaient pas été confirmées indépendamment. Pourtant, à mesure que ces observations s'accumulaient, un motif beaucoup plus vaste semblait commencer à se dessiner. Le Vietnam, l'Arctique, le forage de Kola, et finalement, même SETI entra dans l'histoire. Certains sursauts radio enregistrés ont été comparés à certaines caractéristiques des signaux souterrains. Mais là encore, il n'était question que de similitudes possibles, pas d'une connexion confirmée. À ce stade, cependant, la question initiale avait complètement changé.